Nigeria is among the 30 high TB burden countries due to limited access to TB screening and testing services. But with support Avec from le support USAID, de the National USAID, TB le Programme Program, national de la Stop TB tuberculose, la Partnership, partenariat and Stop allied Tuberculose stakeholders, et d'autres Bashir acteurs, Ahmad, Bachir a Ahmad, local un radiographer, radiographe is able to local, est set up capable de mettre and en run place et de systematic faire des rapid screenings dépistages in rapides et Nigeria's systématiques most dans les remote lieux les areas. plus ruraux du Nigeria. He is on the front Il line, est en première saving ligne en lives, sauvant des vies cycling to hard-to-reach à vélo communities pour atteindre using des communautés ultra-portable éloignées en digital utilisant X-ray le system système de and radiographie ultra computer-aided portatif detection et la or AI software. CAD, It's my donc la détection responsibility aidée par to ordinateur take et the des logiciels IA. examination in terms C'est of ma responsabilité de faire les positioning the examens, patient. en termes de Then positionner le we'll patient, collect de his prendre les samples. échantillons, les The images. CAD4TB Le 4 CAD is for really TB est helpful très utile, because aidant, donc le système assisté par actually it ordinateur. can Parce qu'en detect réalité, il peut détecter la TB tuberculose at à early des stage. des stades That's the first très one. tôt. And C'est la première secondly, chose. the La heat deuxième map chose, c'est que la can show you radiographie the chaleur peut vous patches montrer les around the parties chest. autour des If zones there's any de la patches, poitrine pour voir s'il y a des you'll see patchs it et with vous allez your le voir eyes. avec vos yeux. It's my C'est ma town, ville, my c'est ma community, my communauté, c'est people. mon peuple. So Donc c'est effectivement it's a dream. un rêve. So I want Donc je to veux give back to redonner, them je veux by les aider en faisant helping ce them travail. by doing this work. It's my C'est ma passion. passion. I want to Je veux follow my suivre ma passion. passion, mon rêve. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce webinaire Delft, le premier de cette année. On passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Je m'appelle Katia Eini et je serai votre modératrice pour aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est extrêmement intéressant. Comme le titre nous le dit, du déploiement jusqu'à un impact au long terme, construire des programmes de dépistage avec des innovations à haut impact, un service et un soutien important. Ce qu'on veut adresser dans la session d'aujourd'hui, c'est essentiellement l'importance de prioriser des investissements à haut impact pour pouvoir améliorer l'efficacité. On vit dans un monde d'incertitude mondiale, d'une instabilité financière et les systèmes de dépistage sont au front de tout cela. En utilisant le dépistage de la tuberculose dans des systèmes de santé plus larges, aujourd'hui, nos conférenciers vont pouvoir discuter comment, en particulier dans les populations à haut risque, ces outils peuvent amener réellement un changement durable. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Avant de commencer, avant de pouvoir se lancer plus en détail, je vous rappelle que le webinaire d'aujourd'hui est interprété en direct en anglais, en français, en arabe, en russe et en espagnol. Donc, tous nos participantes, s'il vous plaît, choisissez la langue de votre choix en utilisant le bouton d'interprétation en bas de votre écran. Encore une autre chose, il y aura une session de questions-réponses. À la fin de la session, nous aurons des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, pour l'un de nos conférenciers, n'importe lequel, je vous demande, s'il vous plaît, de l'inscrire dans la boîte Q&A pour s'assurer que nous puissions répondre à vos questions. Et au cas où on raterait vos questions, ne vous inquiétez pas, nous allons bientôt partager des réponses à toutes les questions dans notre feuille de Q&A, notre FAQ que l'on partagera après le webinaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, sans attendre, je voudrais inviter notre gestionnaire développement senior, Joao, qui va parler de la continuité des programmes et son importance dans cet environnement de financement si compliqué aujourd'hui. JP, la parole est à toi. Merci Katia, bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme Katia l'a mentionné, je m'appelle Juan Pedro, je suis manager senior ici à Delft Imaging. Avant que nous commencions les présentations, j'avais quelques mots que j'avais envie de dire. Nous nous réunions à un moment important pour les programmes de la tuberculose, puisque nous approchons la fin du DC7 et que nous planifions DC8. À travers de nombreux pays, les équipes doivent en faire plus. On leur demande de mettre en place plus. Pardon, on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Merci.
Les programmes de tuberculose, on leur demande aujourd'hui de prioriser, de faire des des décisions difficiles, de démontrer de la valeur pour pouvoir avoir accès à de l'argent et de mettre en place des services qui ont les plus gros impacts pour les personnes qui sont les plus à risque. C'est pour cela que le sujet d'aujourd'hui est si important, du déploiement jusqu'à un impact au long terme. Le déploiement est une étape importante, mais ce n'est pas la ligne d'arrivée. Une solution de dépistage devient seulement pleine de sens quand elle est utilisée de manière cohérente, consistante, qu'elle est entretenue correctement et qu'elle est connectée à des diagnostics et des chemins de traitement. Une fois qu'elle est intégrée dans des systèmes nationaux et qu'elle peut continuer à servir les communautés sur une longue durée. On passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est également très aligné sur la direction du DC8, donc le nouveau langage des financements mondiaux. Il est très très clair, des prises de décision menées par les pays, des investissements à haut impact, une conception de programmes durables, une intégration dans les systèmes de soins principaux, etc., etc., etc. Pour le dépistage de la tuberculose, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie de se déplacer au-delà des activités isolées et de construire des programmes qui sont ciblés, mesurables, centrés sur les personnes et les populations et surtout qui sont durables. On passe à la diapositive suivante. Chez Delft, nous voyons l'innovation comme quelque chose qui appartient à ce système plus large. Les radiographies portables, les imageries numériques, le CAT4TB et d'autres outils numériques peuvent nous aider à atteindre des populations clés, des populations à haut risque, mais la technologie seule ne suffit pas. Pour un impact au long terme, il faut également le service, les formations, le développement des capacités, l'assurance des qualités, l'intégration au flux de travail et bien sûr la capacité des programmes nationaux de s'approprier et de créer de la durée sur ce qui leur est présenté. On passe à la diapositive suivante. Nous avons de superbes exemples ici à l'écran. Donc aujourd'hui, pendant ce webinaire, je nous invite à nous concentrer pas seulement sur ce qui peut être déployé, mais sur ce qui peut être rendu durable, ce qui peut être pérennisé, pas seulement sur comment les dépistages commencent, mais sur comment ils continuent. Et pas seulement d'un point de vue de l'innovation en tant qu'un produit, mais l'innovation comme un chemin jusqu'à des programmes de dépistage plus efficaces, plus résilients et plus forts. Nous venons aujourd'hui avec des présentations différentes du Malawi, du Népal, du Nigeria et de l'Ouganda. Vous pouvez voir ici sur cet écran des photos de ces pays, des activités qui sont menées dans ces pays. Et maintenant, je voudrais donner la parole au présentateur, au conférencier d'aujourd'hui. Merci, merci JP. Merci énormément. Sans plus attendre, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre premier conférencier d'aujourd'hui, le docteur Henri Louzet, qui est commissionnaire assistant au service de la santé, au ministère de la Santé en Ouganda. Et aujourd'hui, il va parler de l'amélioration du dépistage de la tuberculose en Ouganda et leur expérience avec Delft Light, les cliniques mobiles et le CAD4TB. Allez-y, docteur Henri, merci. Merci énormément. S'il vous plaît, assurez-vous juste qu'on m'entend bien, qu'on me voit bien. Oui, et les diapositives sont là. On peut vous entendre. Allons-y. Merci énormément pour cette opportunité de m'avoir invité à faire cette présentation. Donc, améliorer le dépistage de la tuberculose en Ouganda et partager donc notre expérience de Delft Light, des cliniques mobiles et du CAD4TB, donc du déploiement jusqu'à l'impact au long terme. Comme vous l'avez mentionné, je suis donc commissionnaire assistant et gestionnaire du programme à la tuberculose en Ouganda au ministère de la Santé. Merci.
Donc, alors, pour commencer, le paysage de la tuberculose en Ouganda, donc certains des challenges que nous faisons face, nous avons une incidence de tuberculose annuelle estimée aux alentours de 96 000, 99 000 cas par an. Avec une lacune de notification, il y a à peu près 10 000 cas chaque année qui sont non diagnostiqués ou non signalés. Nous avons des domaines au fardeau, en particulier au nord du pays. Donc, nous avons des lieux autour du lac Victoria. Nous avons des hotspots urbains dans les villes aussi et dans certaines zones, par exemple. Le dépistage basé sur les symptômes, qui est traditionnel, comme nous le savons, il a ses limitations avec une faible sensibilité, en particulier dans les populations qui sont asymptomatiques. Ce graphique ici vous montre le taux d'incidence estimé de la TB en Ouganda et il est dérivé du rapport mondial de 2025. Vous pouvez voir que depuis 2010 jusqu'à 2024 et qu'en 2024, notre incidence était un petit peu en dessous de 200 cas pour 100 000 personnes dans la population. Il est important de noter que cette année, nous avons été capables de détecter seulement 88 000 patients de la TB avec une couverture en termes de traitement de 90%, ce qui signifie que nous avons encore toujours une lacune, un écart dans notre couverture au niveau du traitement. Donc, suite à ces lacunes, nous avons eu une réponse stratégique qui a inclué une approche de dépistage innovante. Et en 2020, nous avons eu une grosse différence de 40% dans les cas de TB qui avaient été ratés ou non diagnostiqués. Nous avons dû faire un changement pour utiliser le Delft Light, donc la radiographie portative, les cliniques mobile one-stop, pour pouvoir trouver les cas de manière plus active, et donc qui sont les cliniques one-stop, des camions ou des vannes, et l'utilisation de CAD for TB, donc pour faciliter le triage en temps réel. Et nous avons chaque personne qui avait 50 ou plus dans son triage, nous utilisions un échantillon que nous envoyons pour les besoins diagnostiques, en particulier grâce à Gene Expert, qui est plus simple d'accès que les autres. Mais nous avons regardé aussi l'intégration dans ces approches de dépistage avec le CXR et le CAD pour s'assurer qu'il y avait une confirmation du test le même jour et le début d'un traitement le même jour également. En faisant tout cela avec un certain nombre de partenaires, y compris Delft Imaging, bien sûr, le gouvernement des États-Unis, Global Fund et d'autres. La photo à droite, ici sur cette diapositive, il s'agit du moment où nous avons lancé le système Delft Light avec l'ambassade des États-Unis et d'autres partenaires. C'était au ministère de la Santé. Ici, sur cette diapositive, il est voulu montrer comment le pays a été consistant dans sa progression sur le déploiement de ces systèmes, donc depuis 2020 jusqu'à 2026. Je vais continuer à vous montrer ici. Nous avons été capables de convaincre un certain nombre de nos partenaires de s'assurer de nous procurer plus de tous ces gadgets, et les partenaires nous ont réellement soutenus. Et vous voyez ici complètement à droite, donc le Global Fund, le partnership Stop TB, le partenariat. Nous avons aussi le bureau médical de l'Ouganda qui a travaillé avec le GIZ. Nous avons aussi eu le gouvernement américain, encore une fois, qui donc nous ont soutenus dans tout ce déploiement de tous ces systèmes. On passe à la suivante. Maintenant, ici, c'était pour montrer la chronologie, pour montrer la croissance de 2020 à 2025. On peut voir ici, donc, tout à fait à gauche, le nombre de personnes dépistées. Quand ça a commencé, vous voyez que le dépistage, une augmentation énorme, et les pourcentages et les contributions au combat contre la tuberculose. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que progressivement, nous avons augmenté tous ces chiffres. Donc, le nombre de personnes que nous dépistons en 2021, vous pouvez voir, il y a eu simplement 5 000 personnes, un peu plus de 5 000, et en 2025, nous avions 137 000 personnes dépistées.
Ce que cela signifie, c'est que nous avons augmenté la prise de conscience, mais encore plus important, nous avons augmenté le nombre de Delft Imaging, donc ces radiographies portatives light de Delft, et donc nous pouvons atteindre beaucoup plus de population. Et quand vous voyez les totaux, euh, vous pouvez voir que sur cette période, en utilisant donc le Delft Light System et le CAD for TB, le logiciel, nous avons pu dépister plus de presque 4000 personnes en 2025 par rapport à 308 en 2021. Et nous arrivons à 8000 en chiffre total sur les années, euh, ce qui contribue très fort à 8%, à 22% donc de CXR abnormaux détectés. Et donc, grâce à ces tests, nous avons pu confirmer 4500 personnes avec la tuberculose et donc 8%. Et nous avons pu diagnostiquer de manière clinique 3500 patients. Et donc, en utilisant toutes ces méthodes de diagnostic de tuberculose, cela a contribué donc à ce chiffre que vous voyez de 8000 patients de tuberculose qui ont été diagnostiqués et pour qui le traitement a commencé. L'importance de tout cela, de façon plus générale, c'est qu'il s'agit ici d'activités communautaires, ce qui signifie que nous avons beaucoup de chance. Nous pouvons savoir que nous n'avons pas atteint ces 8000 personnes juste dans les communautés. Nous n'aurions pas pu le faire sans ces systèmes, sans ces appareils. Mais grâce à cela, nous pouvons aller à la rencontre des communautés qui ne peuvent pas venir facilement dans des infrastructures de santé. Suivant. Oui, alors, je crois que je voulais montrer à nouveau une autre, une autre expérience que nous avons eue par rapport au dépistage avec les gens qui vivent avec le VIH en utilisant ces systèmes et le CAD for TB. C'est quelque chose que nous avons commencé cette année, de janvier, février, mars 2026, donc. Et vous savez, le dépistage à l'intérieur même des cliniques de la tuberculose, donc pour le VIH. Vous pouvez voir ici en bas que 11%. Oh, je crois qu'on vous a perdu, docteur Louzet. Il y a un petit peu, un petit lag. Est-ce que vous pouvez juste répéter ce que vous venez de dire? Donc, ou sur cette diapositive? Oui, 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 tout à fait. OK, bien sûr. Donc, ce que je dis, c'est que l'une des approches que nous avons commencé à utiliser cette année, ça a été de se concentrer sur des zones ou des lieux où on peut avoir un yield optimal. Et ici, on voit, par exemple, dans les populations par rapport au dépistage avec des gens qui vivent avec le VIH en utilisant le CAD4TB et les Delft Light. Vous pouvez voir ici que donc 11% du dépistage dans les cliniques de soins chroniques en utilisant donc la radiographie ont pu permettre un combat également contre le VIH dans les populations touchées. Oui, alors ici, là, on voit ici les incidences de cas depuis que nous avons eu les systèmes en 2021 et donc nous avons pu dépister plus de 250 000 personnes et nous avons pu utiliser donc cette radiographie numérique soutenue par l'intelligence artificielle et 29% donc ont été des lectures anormales et qui ont pu donc confirmer 4500 cas de tuberculose. Avec les gens qui vivent chez le VIH. Donc, nous avons pu aider donc dans des communautés rurales ou difficiles d'atteindre. Et donc, vous voyez ici à droite le van que nous avons acquis qui nous permet donc d'avoir cette clinique one-stop avec toutes les machines à l'intérieur et qui peuvent amener le CAD4TB et le Delft Live dans les communautés pour pouvoir dépister les personnes. Et c'est très important puisque ce sont des communautés qui n'ont pas accès aux activités, aux infrastructures de santé facilement. Ensuite, donc, encore une fois, un document qui nous montre un accomplissement de l'intégration du DCXR et du CAD pendant CAST, donc ces outils de dépistage. Donc, nous avons testé, dépisté, augmenté la prise de conscience de la communauté et nous faisons cela donc tous les trimestres, non, 2 fois par an. Donc, tous les 6 mois, nous faisons ce dépistage-là où nous allons donc dans les communautés reculées et où nous nous mobilisons et nous augmentons leur prise de conscience et nous faisons donc le dépistage des tests laboratoires.
Et nous dépendons tellement de ces systèmes que nous avons. Et vous pouvez voir ici que donc la manière mobile avec la radiographie et le CAD a contribué jusqu'à 34% de rendement en utilisant le système Delft et le CAD for TB. Cela a aussi offert des diagnostics qui ont permis un diagnostic beaucoup plus rapide et qui ont pu réduire le temps entre le diagnostic et le traitement. Et donc, cela a augmenté l'accès aux personnes puisque donc les cliniques mobiles peuvent aller réellement dans des zones très reculées et donc permet une prise de contact avec beaucoup plus de population. Voilà, donc nous avons juste fini ceci le mois dernier. Nous avons eu ces informations des régions différentes du pays, mais sur le tout, voilà ce que nous avons été capables de faire et d'accomplir grâce à cela. Donc, au final, sur ce chemin, nous avons appris des leçons très importantes que nous voulons partager avec vous. C'est que donc ces systèmes portatifs et la combinaison avec l'intelligence artificielle marchent très très bien, au mieux à la fois dans les communautés, mais aussi dans des paramètres d'infrastructure de santé, que nous avons eu un très haut rendement sur des groupes à haut risque qui avaient été ciblés, que ce soit les communautés donc vivant avec le VIH, donc les communautés cartographie, par exemple, les contacts aussi des personnes qui ont été en contact avec les cas de tuberculose. Et cela nous a permis de très, très bien travailler dans les hotspots et de cartographier aussi un peu les tendances du pays. Donc, les cliniques mobiles avec le cartographie hotspot qui est basé sur les data ont permis un déploiement extrêmement efficace et nous avons pu donc générer cartographier tous les hotspots dans tous les districts. Nous avons 45 districts dans le pays, mais nous avons pu cartographier vraiment les villages en utilisant donc l'intelligence artificielle, c'est-à-dire EPCON, pour nous dire exactement où sont les taux de TB ou les taux de haute transmission de TB à l'intérieur des communautés, et donc qui nous permis de dépister dans ces zones-là en particulier. Au niveau de l'engagement de la communauté, c'est bien sûr critique pour le succès de tout cela. Il faut rassembler la communauté, créer donc de la conscience et aussi essayer de dire aux gens et de leur parler des systèmes, mais aussi de réduire la peur de radiation, par exemple, qui viennent de ces systèmes dans les communautés. Et donc, c'est certaines des choses que nous avons fait, que nous avons dû faire dans les communautés parce qu'ils ont toujours des questions sur les radiations. Et donc, nous avons dû créer cette conscience et réduire leurs anxiétés. Ensuite, donc, les impacts sur le programme et les personnes. Nous avons donc une équité améliorée, une meilleure équité. On a une meilleure prise de contact pour les hommes, pour les populations rurales et aussi pour les cas asymptomatiques, les personnes asymptomatiques. Donc, maintenant, par exemple, aux prises de contact par rapport aux hommes, c'est vrai que lorsqu'on se déplace, on sait où les hommes vont aller pour certaines activités de loisirs. Et donc, souvent, on essaye d'aller là-bas. Et en général, ils ne vont pas à la clinique. Et donc, on va vers eux. Et ça a été une très, très bonne manière de s'adresser au problème donc, d'équité au sein des populations. Donc, cela a contribué à réduire l'incidence et la mortalité. Donc, nous avons des données qu'on utilise un modeling des données qui montre que le CAST plus le dépistage numérique a un très gros impact. Et on a pu donc réduire l'incidence et la mortalité grâce à cela. Nous renforçons la connectivité des données, donc le CAD for TB qui est intégré avec des systèmes laboratoires, avec par exemple pour pouvoir connecter, mettre en lien les trouvailles avec les données des patients et aussi avec les informations de laboratoire, etc. Et donc, ce n'est pas si élargi pour l'instant, mais nous voyons que nous allons énormément dans cette direction puisque nous sommes désormais capables de mettre en lien les données avec les laboratoires, avec les autres données cliniques et les autres données des patients. Et enfin, développement des capacités, nous avons été en mesure de former des personnes à changer de tâche. Donc, vous formez des gens, en fait, qui ne sont pas, par exemple, dans l'imagerie radio, mais vous les formez à le faire. Vous pouvez former aussi des cliniciens par rapport à ces systèmes. Il faut bien sûr former toutes ces personnes parce que sinon, on n'a pas suffisamment de ressources humaines pour utiliser ces appareils. Et là, on voit qu'il y a un véritable changement. On est en train de passer de l'autre côté. On a de plus en plus de personnes formées. Suivant.
Docteur Louzet, Yes. est-ce que vous nous entendez? Hello? Oui, oui, il y a eu un petit dérapage aussi. Est-ce que vous pouvez recommencer sur cette diapositive exactement? Oh, this slide? Oui, bien sûr, cette diapositive, d'accord. Okay. So what I'm saying to Donc, you, ce que this je is where disais we ici, have c'est que depuis, developed depuis cette a année, design plan to nous avons increase the mis en access place un and also to plan optimize pour augmenter what we are l'accès doing so that we à get better results. So toutes in ces our study solutions. plan, we have Mais donc, dans identified notre plan, nous avons 4 identifié key populations that we want to 4 focus on. populations clés sur lesquelles nous voulons nous Systematic screening, concentrer. Donc, pour le we are looking dépistage at people systématique living du with HIV, VIH, which is euh, integrated in the clinic care il est donc settings. intégré dans We les have cliniques also targeted chroniques désormais. screening at Nous avons aussi des idées urban de hotspots. dépister dans les As I hotspots told you, we have urbains ou mapped périurbains, hotspots using the epidemiological et donc de software. continuer la From this, cartographie, puisque nous avons cartographié les hotspots. Ah, s'il vous plaît, si vous pouvez revenir à la précédente. Oui. yeah, and then the On voulait other aussi se area we are concentrer focusing on sur the prisoners les and détenus, les also the prisonniers refugees. et And également the les center is réfugiés ou les camps de reaching those réfugiés. Et nous voyons 4 que priority populations, en allant dans we ces should be able to reach populations, around ces 4 400,000 priorités, nous devrions screened per year. pouvoir But these are only the priority populations. The atteindre screening in 200 000 clinics dépistages par an. and facilities Mais will le continue, dépistage dans les and in infrastructures et les some cliniques other va continuer, populations. bien But these sûr, are just et the dans 4 les autres priority populations. areas Mais ce that sont I les want to 4 point domaines out prioritaires que je to voulais you. vous indiquer Next. ici. Ensuite, Yeah, we've had some donc, challenges nous avons fait face à un certain and nombre de also challenges the et country donc nous level avons recommendations. aussi des So on recommandations the à left, faire you par rapport à can cela. see these are À the gauche, vous challenges, pouvez and voir on ici the que l'un des right-hand challenges side que nous avons of the vus, slide, we have donc the à droite, on a les proposed challenges, donc on a à droite, recommendations. on a les We recommandations have the proposées. delays in laboratory Donc, nous avons testing des for some retards dans les tests de screening, laboratoire pour des and échantillons in fact de for the dépistage X-ray radio. testing. So Euh, when we screen the donc, community, quand on sometimes if we dépistait dans don't les have a van communautés, that parfois, has got si on n'a pas the le bon laboratory, if we van, just go il with faut envoyer des the choses X-ray au system laboratoire. and Si on a juste CAD4TB, le système we get the expert et sample, but we have to CAD4TB, take on a it from the l'échantillon, mais community. il But faut now what we want l'amener to jusqu'à do l'infrastructure. on the Donc right-hand maintenant, side qu'est-ce is que to vous voulez deliver faire? À droite, on voudrait être this capable, district donc la screen solution, la and recommandation, de CAD4TB coupler with intra DCXR et CAD4TB avec le test and MWRD, donc le outreach activities. Molecular Already we Testing, have 33 of pour these des activités éloignées. equipped with lab Nous avons donc déjà equipment 33 with euh, tricycles tricycles that can et go into the autres communities carrying équipements qui the sont équipés avec le portable LAMP, X-ray, and donc also they avec have des the radiographies TB lamp. portatives, mais ils ont So aussi we le only have TB 33, but LAMP. we are working hard to make Nous, sure that we nous get voulons nous more. assurer d'en avoir The encore plus, inadequate bien trained sûr. personnel Ensuite, on a operating the des districts are personnels not able non to formés ou use inadéquats, donc trained pour technicians to opérer operate the les X-ray équipements system, DC-XR. leading to the On task peut avoir des shifting soucis de logistique et de and maintenance, et donc c'est increase. ça qui nous a amené à ce changement de tâche, à Then former au the changement de other tâche profile group l'autre we are clinicien. advocating for Euh, recruitment within our local governments. Nous essayons In aussi adequate de resources parler to au support niveau the de community nos gouvernements outreaches, we locaux. are engaging districts to Nous leverage on the nous primary engageons care au niveau des funds, districts integrate with pour other mettre en place des opportunities partenaires, like utiliser les fonds PHC et child health créer des nouveaux opportunities, partenariats immunization opportunities, so that we can pour créer des utilize those opportunités resources d'immunisation, des opportunités de traitement to do the screening for tuberculosis as well. et aider Next. d'autres partenaires à faire le dépistage de la tuberculose également. Yeah, the future opportunities Les we opportunités see futures that pour we need to nous, nous expand to voyons bien all sûr que nous districts. devons étendre à tous les districts, So donc faire une mise à l'échelle. Nous voyons que nous devons avoir plus d'unités mobiles, plus de ces systèmes pour pouvoir en déployer plus, augmenter encore l'accès aux communautés ou des communautés. Nous devons intégrer le lien total de SAD4TB avec des traitements et des laboratoires des tests de laboratoire pour continuer à avoir le diagnostic et le test le même jour, voire le traitement. Nous devons continuer la cartographie guidée par IA. Nous devons aligner sur le DC8 et ce cycle de financement. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes dans le processus de faire l'application au Global Fund pour le DC8 et il y a des opportunités de ce côté-là pour essayer d'inclure nos CAD4TB et Delft Light. Nous avons bien sûr le dépistage pédiatrique. Nous devons innover et nous mettre dans cette lacune pédiatrique auquel on fait face, mais aussi dans les applications multi-maladies. Parce que parfois, on fait le dépistage pour la TB en utilisant ce système, mais vous savez, parfois, ce n'est pas la tuberculose. Donc, on doit avoir une addition, quelque chose qui peut nous dire d'autres conditions des poumons, par exemple, autres que la tuberculose. Il y a bien sûr la durabilité. On doit avoir une capacité de maintenance locale. On doit avoir des financements domestiques ou nationaux, etc. Donc, voilà
les points clés à retenir que j'ai. Donc, l'Ouganda est passé d'un déploiement pilote à une mise à l'échelle nationale de ces dépistages durables en utilisant Delft Light, les cliniques mobiles et le CAD for TB, qui sont prouvés d'être des innovations à haut impact. Les aboutissements sont significatifs, mais les challenges sont toujours là et les opportunités à venir sont encore plus grandes. Donc, notre appel à l'action, un apprentissage collaboratif pour l'élimination mondiale de la tuberculose. Merci énormément. Et c'était la présentation que j'ai préparée pour vous. Merci énormément. Merci, Dr. Louzé. C'était extrêmement informatif et assez fascinant même d'entendre comment ces progrès ont été faits et à quel point ils ont été faits en Ouganda. Avant de présenter notre conférencier suivant, juste un petit rappel dans les instructions, parce que je vois beaucoup de personnes qui nous rejoignent à ce stade ou qui nous ont rejoints peut-être tout à l'heure, mais le webinaire d'aujourd'hui est interprété live en anglais, en français, en espagnol, en russe et en langue arabe. Et donc, je demande à tous nos participants, toutes nos participantes, s'il vous plaît, de choisir la langue de votre choix en utilisant le bouton d'interprétation sur Zoom. Je peux voir que beaucoup d'entre vous avaient des questions et on veut vraiment y répondre pendant la session questions-réponses qui sera à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, ajoutez vos questions dans l'onglet Q&A et si nous n'avons pas le temps de tout traiter, on partagera toutes les réponses après ce webinaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, sans plus attendre, je voudrais inviter le Dr. Joseph Daniel du Nigeria. Dr. Daniel est un manager programme pour un programme de VIH adulte et pédiatrique et il va nous parler des gains d'efficacité dus à l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans la mise en place dans les programmes de tuberculose et de VIH au Nigeria, en particulier avec EPCON, l'étude de cas. Dr. Daniel, c'est à vous. Dr. Daniel, on ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro, votre caméra? Merci. OK. Oui, là, c'est bon. On vous voit, on vous entend. Très bien. Vous pouvez confirmer, oui, que vous m'entendez? Oui. Oui, Dr. Daniel, on vous entend très bien. OK, super. Merci énormément. Donc, bon après-midi à tous, à toutes. Merci pour cette opportunité de faire cette présentation à ce webinaire Delft. Aujourd'hui, je vais partager notre expérience avec EPCON et donc une plateforme IA qui a transformé complètement comment nous approchons la mise en place de nos programmes tuberculose et VIH au Nigeria. Donc, je m'appelle Daniel Joseph, je travaille avec l'IHVN, donc l'Institut de virologie humaine au Nigeria, en particulier manager programme sur le VIH pédiatrique et adulte. Diapositive suivante. Donc voilà l'institut en question. Donc voici notre énoncé de mission. Donc être un centre d'excellence pour fournir des mises en place de services de santé, du développement des capacités et de recherche et s'assurer un accès équitable à des services de soins et de santé de qualité grâce à des stratégies basées sur des preuves et innovantes. Bien sûr, cela est aligné avec le mandat qui a été donné à l'INVH par Global Fund de pouvoir atteindre plus de populations. Et aujourd'hui, en particulier, les adolescentes et les jeunes femmes sont les populations les plus ciblées. Nous avons, et d'autres populations clés, les travailleuses du sexe, les hommes homosexuels, etc. Prochaine diapositive. Donc, l'IHVN aujourd'hui met en place donc le JC7, la bourse JC7, qui est un effort combiné pour la tuberculose et le VIH, et il est le récipient principal pour cette bourse, et elle a duré de 2024, et depuis janvier 2024, et elle va finir en décembre 2026.
Donc, le IHVN met en place une couverture de dépistage, donc du test communautaire pour la tuberculose et aussi le modèle par rapport au dépistage des transmissions de mère à enfant et donc des services de test du VIH qui ont atteint 5 302 000 femmes enceintes et qui ont amené 42 000 femmes jusqu'à un traitement. Nous sommes sur le terrain et en coordination avec le programme national, nous mettons en place à travers dans les 36 districts du Nigeria en utilisant et donc dans tous ces lieux, nous mettons en place des dépistages donc, dans ces 36 États et dans 4 de ces États, Anagumbe, Kwara et Boni, nous mettons en place des services VIH complets, compréhensifs, holistiques. Donc, un aperçu de la présentation dans le sujet que nous discutons. Voici le fil à suivre pour ma présentation. Donc, nous avons commencé avec les challenges ainsi que les solutions innovatives du IHVN à ces challenges. Nous allons donc parler de la plateforme EdCom, des preuves collectées sur le terrain et des impacts à l'échelle de cette mise en place, ainsi que les leçons apprises et donc le futur, en 5e point pour AIHVN. On passe à la suivante. Donc, le Nigeria fait face au double fardeau de la tuberculose et du VIH, avec d'autres maladies, bien sûr, comme la malaria. Des femmes enceintes, les enfants et les adolescents sont affectés de manière disproportionnée. Nos programmes ont 3 challenges principaux auxquels faire face. Donc, des communautés inaccessibles, des ressources très limitées et des connaissances de données qui sont retardées. Est-ce que l'IA peut être un levier transformatif pour dépasser ces challenges et pouvoir atteindre des communautés qui ne sont pas assez servies? Notre réponse, bien sûr, est oui. Alors, comment est-ce que nous faisons cela? L'Institut de virologie humaine du Nigeria utilise l'application EPCON IA et a démontré des gains substantiels dans la bourse du fonds global JC7 au Nigeria. Donc, qu'est-ce qu'EPCON? C'est une plateforme alimentée par l'IA épidémiologique et de contrôle qui a été utilisée par l'IHVN pour prédire grâce à des données géographiques et démographiques des populations, a pu générer des points de test dans des zones et des communautés qui ne sont pas assez servies ou desservies dans le pays. Et cela a permis des tests proactifs et ciblés qui ont pu être faits à travers les communautés pour l'ATB et le VIH et donc trouver des cas. Le graphique que vous voyez ici en bas est une cartographie à chaleur, entre guillemets, où on voit donc les fardeaux hauts de ces 2 maladies, en particulier le VIH, donc les cas de VIH et de tuberculose chez les enfants ou les adolescents ou les femmes enceintes. Et en haut à droite, on voit la même chose, mais de manière améliorée, zoomée, qui nous montre les zones de vulnérabilité où nos travailleurs de santé peuvent trouver donc, la mise en place, EPCON nous a aidé à faire beaucoup de prédictions des hotspots, nous a aidé à identifier des populations vulnérables et dans les manières locales et au sein même des communautés. Cela a aussi permis aux travailleurs de santé d'être guidés pour être menés vers des régions spécifiques pour faire des tests et aussi nous amène des rapports, des signalements en temps réel dans les communautés. Cette plateforme nous a aussi permis à intégrer notre surveillance de VIH et de TB sur une seule et unique plateforme et donc de ce fait à améliorer l'intégration. Dans la diapositive suivante, nous parlons de comment est-ce que EPCON fonctionne. Donc d'une approche first stage, donc première étape. Donc EPCON utilise 4 étapes. Intégrer les données donc, qui sont trouvables sur le DHIS2, donc la plateforme nationale, et en combinant et génère aussi des données épidémiologiques
ainsi que des données de la population. Tout cela est intégré dans la plateforme et la plateforme fait une prédiction donc en utilisant des algorithmes d'apprentissage de machine learning et d'analyse des schémas et génère des codes TSN qui fait une cartographie donc des hotspots où il y a un haut fardeau ou une haute incidence. Et cela permet donc cette cartographie communautaire qui fait que les professionnels de santé formés peuvent donc aller dans les communautés grâce à Google Maps pour trouver ces populations extrêmement vulnérables au niveau même de leur communauté. Et dans ces lieux, on crée des dépistages ciblés qui sont donc faits, des campagnes pour ces populations. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Le processus de faire tout cela est en réalité simple et direct. Donc, tout est mis dans la plateforme Epcon qui utilise l'IA pour générer donc ces hotspots qui vont prédire où les populations vulnérables peuvent être trouvées grâce à ces 4 étapes et les bons jours pour faire les tests. Donc, lorsqu'on regarde un paysage national, le général du travail qui a été fait par des acteurs du programme, on peut voir que le nombre de femmes enceintes dépistées, a été augmenté par 6, multiplié par 6, de 64 000 jusqu'à 428 000, 429 000 presque femmes enceintes qui ont pu être dépistées en 6 mois après donc, l'introduction de la plateforme Epcon. Cela nous a aussi augmenté de manière dramatique les présomptions qui mènent à un cas, un véritable diagnostic. Donc, cela signifie que le nombre nécessaire de dépistage et de tests pour trouver des cas positifs ont baissé énormément de 74 jusqu'à 19 pour 1. Epcon nous a aussi aidé dans le rendement de l'amélioration des cas de tuberculose. Il l'a multiplié par 5, donc, parce que nous étions à 5% et au préalable, nous étions à 1%. Et donc, en utilisant des méthodes de dépistage conventionnelles, où donc les professionnels de santé allaient dans des communautés sans aide, entre guillemets, ou sans équipement, et faisaient leurs tests selon leurs intuitions, leur dépistage. Dans la diapositive suivante, nous trouvons donc les cas de tuberculose chez les femmes enceintes pré-EPCON et post-EPCON en utilisant donc voyons ici qu'il y a eu 38 fois une amélioration de 38 relative dans la confirmation de cas de tuberculose. On a fait une analyse statistique là-dessus avec une valeur de P de 0,001 qui montre une preuve extrême que Epcon a réellement amélioré nos performances pour trouver des cas de tuberculose chez les femmes enceintes. Les femmes enceintes qui ont été identifiées pendant la période de 2025 en utilisant le module Epcon, il y avait à peu près 50 743 femmes enceintes, comparé au moment où Epcon a été utilisé, donc en 2025, où là, on a trouvé 89 053 femmes enceintes qui avaient été identifiées dans ces communautés. Et donc, on obtient, à partir de ce chiffre de 50 000, qui ont été identifiées sans l'aide de Epcon. Et donc, par rapport au dépistage, on passe de 47 000 à 86 000 personnes dépistées après utilisation donc, de la plateforme Epcon, donc femmes enceintes. De ce chiffre, nous avons, sans l'aide de Epcon, nous avions une présomption de cas de 1434 cas de tuberculose qui avaient été identifiés dans les pré-interventions. Mais après utilisation de Epcon, nous avons pu trouver 5120 cas de tuberculose présumés. Et à la fin de 2024, seulement 2 cas de tuberculose confirmés avaient été identifiés sans l'aide donc de Epcon. Et une fois que Epcon a été utilisé dans nos interventions, nous avons trouvé donc 277 cas de tuberculose confirmés. Cela se traduit en une augmentation, donc 74% de
femmes enceintes identifiées supplémentaires, 81,2% de taux de dépistage, plus 257% au niveau des cas de TB présumés et presque 13 000% d'augmentation lorsqu'il s'agit des cas de tuberculose confirmés. Donc presque 14 000% d'amélioration en utilisant donc l'application IA EPCON. On passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, dans la diapositive suivante, nous parlons donc des appareils de radiographie portative numérique qui utilisent l'intelligence artificielle également. Donc, cela nous a aidé énormément pour améliorer notre focus sur les cas de tuberculose chez les enfants et les adultes dans les populations. On voit ici la différence entre avant. Nous avons vu une augmentation, une amélioration remarquable au Nigeria dans nos découvertes de cas de tuberculose. Dans l'État de Katsina, 59, presque 60 000 individus ont été dépistés sur les 24 LGA. De ce chiffre, donc, presque 60 000, 244 ont été dépistés. Pardon, 49 000 ont été dépistés avec l'application COM-TB et près de 10 000 ont été dépistés en utilisant le PDX, qui est également un outil IA. 2244 cas de tuberculose confirmés au total sur cette information. De ce chiffre, donc 1695 ont été testés ou confirmés grâce à COM-TB, l'application, et ce qui nous amène à 3% de rendement, entre guillemets. Pour ce qui était du PDX, qui est un outil Cut4TB, donc également intelligence artificielle. On a eu donc jusqu'à un rendement de 5,5%, donc 549 cas de tuberculose qui ont été trouvés en se comparant avec COM-TB qui était à 3%. Cela signifie que EPCON a amélioré nos performances de 38% avec une efficacité qui a été augmentée énormément par rapport aux méthodes conventionnelles de dépistage de la tuberculose. Donc, cela a également augmenté le nombre de cas que nous avons pu faire. Dans l'état de Bauchi, de manière similaire, on a fait une campagne. On a utilisé ces outils de dépistage également. On a montré que 14 000 individus ont pu être vus dans des communautés en utilisant donc ces méthodes-là de prise de contact, que 3 270 parmi ces personnes étaient des cas présumés, ils ont été identifiés, et de ce chiffre, 457 cas de tuberculose ont été diagnostiqués, donc 78 grâce à un diagnostic bactériologique et 379 grâce à un diagnostic clinique. Grâce à l'assistance de l'IA, nous avons pu avoir donc 14% de yield. Et le diagnostic clinique a montré 83% des cas détectés. Donc, IA-PDX identifie des cas qui sont parfois ratés par les méthodes conventionnelles. Donc, les dépistages doivent vraiment attendre le WHO pour des guides symptomatiques, alors que IA-PDX augmente l'efficacité en améliorant les chiffres, le nombre de personnes dépistées et également l'efficacité des dépistages au sein même de ces interventions grâce à EPCON. Dans notre PMTCT, dans le programme PMTCT, EPCON a montré avoir aussi permis de dépister donc les transmissions mère-enfant, comme cela est vu dans certaines de nos interventions qui ont été faites à Katsina par Franck et Audace. On voit ici que la détection des hotspots en utilisant EPCON a amélioré les dépistages énormément en les faisant donc 6 semaines plus tôt comparé aux tests conventionnels qui était juste une méthode réactive, entre guillemets, un modèle de test réactif. La sensibilité qui arrive de l'utilisation de EPCON montre que nous avons 0,88 ou 88% par rapport à 64% de sensibilité en utilisant les méthodes conventionnelles.
qui sont donc les professionnels de soins de santé dans les communautés qui identifient où aller et faire leur dépistage. Donc, la valeur positive prédictive de EPCON montre que le PPV était à 62% comparé à 41% pour les méthodes traditionnelles. EPCON a également aidé la prédiction de hotspots à travers les 36 LGA dans tous les États. Pour les femmes enceintes à qui on a pu prendre contact, utiliser EPCON ont montré 2109 femmes enceintes identifiées et 1154 qui ont pu être testées dans ces communautés, dans ces régions, en peu de temps, en se comparant aux méthodes traditionnelles qui sont basées dans les infrastructures et qui donc réagissent aux personnes qui viennent, ce qui ont permis aux femmes enceintes donc d'aller. Cela montre que EPCON est à la fois proactif et prédictif dans notre mise en place, nous permettant d'avoir plus d'efficacité et plus de gains d'efficacité dans notre PMTCT, le programme de PMTCT. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Par rapport à la prise de contact avec les femmes adolescentes, les jeunes adolescentes et les jeunes femmes, en utilisant la plateforme EPCON, nous avons vu des gains significatifs dans l'utilisation de la plateforme EPCON sur notre programme AGYW, donc Adolescent Girls and Young Women. Avant l'utilisation, nous étions très en retard par rapport à la mise en place du AGIW parce que nous n'étions pas capables d'atteindre ces populations ciblées et particulièrement vulnérables. Et donc, nous avons conduit certaines études en utilisant EPCON et en comparant ces résultats avec nos pré-mises en place et ce qui n'avait pas été fait, pas utilisé et qui ont montré que le AGIRW a pu faire des interventions préventives et qui est passé de 4180 à 41 291 individus. Et donc, donc une augmentation de presque 890%. Et on peut comparer la même chose, mais les dépistages pour le VIH. Donc, l'utilisation de EPCON, nous avons pu dépister 21 528 jeunes femmes adolescentes ou jeunes femmes dans l'espace de 3 mois en 2025. Et donc, lorsque EPCON a été complètement utilisé dans notre programme, et donc ici, cela représente presque 500% d'augmentation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que 887% d'augmentation dans les résultats de prise de contact donc sur ces populations avec nos interventions préventives et que EPCON a pu augmenter le nombre de dépistages de VIH de 3 646 à 21 528, donc toujours en 3 mois, ce qui donc une augmentation de presque 500%, 490%. Donc, nous voulons consolider l'impact que nous avons pu obtenir grâce à l'utilisation de EPCON. Lorsqu'on regarde toutes les 5 études qui ont été faites, on voit qu'il y a une preuve cohérente, consistante, que l'utilisation de EPCON est meilleure que les dépistages traditionnels. Donc, de fait, EPCON montre une meilleure couverture, un meilleur rendement, une meilleure efficacité. Ces nombres représentent des vraies vies, de véritables vies, des vraies familles, des vraies femmes, des vraies personnes qui ont été aidées, voire sauvées par ces utilisations. Donc, pour les femmes enceintes, nous avons vu qu'en moyenne, de manière semestrielle, nous avons vu 428 958 femmes enceintes dépistées au niveau national et nous avons 774 LGA couverts aujourd'hui. On couvre l'intégralité du pays désormais, puisque c'est comparé à nos dépistages conventionnels qui nous permettaient simplement d'aller dans 514 de ces LGA et donc moins de populations vulnérables et donc on manquait des opportunités dans ces communautés. Pour les cas de tuberculose qui ont été trouvés, on a été augmenté 5% de cas positifs
il y a eu aussi une amélioration de confirmation des cas de tuberculose qui est 38 fois plus élevée que les tests conventionnels. Et EPCON est en moyenne capable de prédire des détections de hotspots 6 semaines plus tôt, ou 6 semaines, et nous a aussi permis d'améliorer notre taux de lien ANC, VIH, PW de 100%. À part ce que l'on voit ici, nous avons aussi des gains d'efficacité opérationnelle sur tous nos programmes. Avec l'utilisation de EPCON, il y a eu une réduction des temps de révision des programmes mensuels parce que ces choses sont faites en temps réel sur la plateforme qui prédit où les travailleurs de santé devraient aller et donc de fait gagner du temps et des ressources pour les programmes. Nous avons eu aussi pour la conformité et nos rapports où les professionnels de santé vont sur le terrain. Le rapport est toujours fait, les rapports sont toujours faits, mais en temps réel, EPCON a pu nous aider à améliorer donc ces rapports directs sur le terrain et aussi les personnels à les preuves que le travail a été fait dans la communauté parce que c'est en temps réel. Et donc la plateforme nous permet aussi d'identifier des hotspots qui ont déjà été vus où il y a déjà eu des interventions par le passé. Donc, cela nous a aidé à développer le développement des capacités, puisque pour tous ces professionnels de santé qui travaillent avec les communautés, ils sont capables, on peut leur apprendre en temps réel également, puisqu'il y a du mentorat, du développement des capacités pour eux, pour qu'ils comprennent la plateforme, et pour nous, qu'on puisse utiliser la plateforme pour gagner en efficacité dans tous les domaines. Pour les leçons apprises, donc pour les programmes de dépistage durables que l'IHVN a enregistré et a mis en place, et nous faisons du plaidoyer pour cela. Nous voulons que ce soit mis en place dans d'autres pays. Nous avons compris que intégrer l'IA dans des systèmes existants, c'est la bonne façon de faire et que donc les pays peuvent utiliser les systèmes de données et s'en servir plutôt que d'en construire des nouveaux et des parallèles. Comme vous le voyez, EPCON travaille parce qu'il se branche directement sur l'infrastructure du Nigeria, des HIS2, donc des données épidémiologiques déjà existantes qui nous viennent du pays de la nation et qui peut donc ensuite faire des prédictions pour les programmes. On peut aussi commencer avec la précision des hotspots plutôt que le dépistage de masse. Grâce au Global Fund, va rentrer dans la bourse du GC8. Il est attendu qu'on fasse plus avec moins. Et donc, plutôt que de dépister complètement avec les approches conventionnelles, il est bien meilleur aujourd'hui de regarder les efficacités, les efficiences et d'utiliser donc des outils IA pour pouvoir faire des prédictions et qui nous donnent vraiment des gains d'efficacité énormes. Il est aussi bon de combiner la prédiction de l'intelligence artificielle avec la mobilisation communautaire. Comme vous le savez, la technologie seule n'est pas suffisante. Et donc, le succès de EPCON, de la plateforme, dépend sur des travailleurs de santé dans la communauté qui sont formés, qui peuvent traduire, entre guillemets, les prédictions de l'IA dans quelque chose d'utilisable. Et donc, les travailleurs de santé sur le terrain continuent aussi à développer leurs capacités pour utiliser certaines plateformes pour faire des décisions éclairées, prendre des décisions éclairées dans les communautés. Il est bon de mesurer l'efficacité ou les efficiences sur la plateforme. Comme nous le voyons, EPCON nous a permis de réduire de 74 pour 1 à 19,1 notre taux de présomption jusqu'à cas avéré. Et donc, regardez les efficiences dans nos programmes. Nous pouvons utiliser des outils IA qui vont nous aider à économiser des ressources ainsi que du temps humain. Également, une des leçons que nous avons appris ici, c'est que l'utilisation de EPCON nous a aidé à intégrer notre surveillance VIH et tuberculose. Et donc, nous pouvons regarder nos programmes tuberculose et VIH sur la même plateforme, ce qui nous permet de prédire donc des incidences de maladies ou des zones de vulnérabilité sur une seule plateforme. Donc, quelles sont les priorités futures pour nous dans l'utilisation de l'IA dans nos interventions? Alors, nous avons
Donc, il a mis en place pour les équipes nos priorités futures. Quelles sont-elles? Pour l'IHVN, nous avons plusieurs étapes pour commencer à regarder des domaines où l'IA peut être utilisée. Donc, des interventions hyper personnalisées. Nous pouvons utiliser l'IA pour segmenter les populations et créer des messages de santé sur mesure, ainsi que livrer des services ou faire des suivis pour répondre aux besoins de nos clients, de nos patients. Donc, c'est particulièrement important pour le AGYW et les programmes sur les femmes enceintes qui sont vraiment des populations vulnérables clés sur lesquelles on se concentre. Nous avons également prévu de passer d'un état de réactivité à un état de proactivité et même de prédictivité dans nos programmes. L'IA nous a permis de mieux approcher notre programmation dans le sens où nous sommes capables d'être à l'avance, d'être en avance, et nous pouvons donc découvrir les populations où il y a une attente, une prédiction, où on pourrait trouver un grand nombre de cas. Nous sommes aussi en train de regarder des domaines importants dans notre livraison de services qui inclut donc le self-service décentralisé, donc qui serait pour nos clients et nos patients. Euh, L'idée serait d'utiliser l'intelligence artificielle pour des services centrés sur le client, comme par exemple les autotests VIH, la distribution de kits pour cela. L'IA pourrait prédire où est-ce qu'on pourrait avoir des hotspots, où est-ce qu'on pourrait voir ces populations vulnérables et on pourrait mieux cibler nos services. Et donc, la mise en place d'autotests VIH, par exemple, pour ces programmes-là, on pourra mieux prédire les hotspots où on verra ces populations vulnérables. Et donc, on peut distribuer nos kits de tests. C'est aussi particulièrement important dans notre programme NSV euh, et pour les programmes de thérapie assistée par médicaments, où on peut donc trouver les populations vulnérables à travers les prédictions de l'IA. Nous avons aussi déplacé d'un programme des systèmes de santé autonomes, une approche où nous pouvons construire des actions recommandées par l'IA et des routines automatisées ou des tâches automatisées pour créer des programmes qui s'auto-optimisent et qui permettent de meilleurs résultats de manière consistante. Donc, en conclusion, notre preuve nous montre que EPCON dans la santé publique, c'est une fondation, une énorme amélioration, une énorme efficacité. Il nous permet d'atteindre plus de gens, d'optimiser les efficacités, de sauver des vies. Et le message est très clair. Investir dans des plateformes de dépistage IA, cela fonctionne. On peut contacter plus de gens, atteindre plus de gens, optimiser les efficacités et sauver plus de vies. Merci énormément. Merci beaucoup. Nous n'avons pas d'intérêts commerciaux, ni nous, ni nos partenaires, dans le succès de l'application EPCON. Nous ne sommes intéressés que par la santé publique. Pardon, s'il s'agit ici d'une déclaration par rapport à tous nos partenaires de mise en place, tous nos financeurs et en particulier le gouvernement du Nigeria. Merci, merci énormément. Merci, docteur Daniel. C'est toujours plein de connaissances d'entendre comment le Nigeria travaille pour éradiquer la tuberculose et d'autres maladies infectieuses. Notre troisième conférencier aujourd'hui, avant, pardon. Donc, notre troisième conférencier pour aujourd'hui est le docteur Kazani. Dr Ghazani est directeur à la promotion des services de santé et un manager de programme à NTLB Malawi. On passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Oui. Et donc, aujourd'hui, il va nous parler de l'expérience de mise en place du chest X-ray, donc des radiographies des poumons, plus CAT4TB dans les unités mobiles de diagnostic du Malawi. Pardon, je m'excuse. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, 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 tout à fait. On vous voit, on vous entend.
Bonjour. Oui, docteur Kazani, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? Donc, je voulais partager une version mise à jour. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème du tout, bien sûr. Oui, vous pouvez nous l'envoyer à moi-même et à mes collègues. Ciao, ma collègue. Je crois que s'il y a que des changements mineurs, peut-être qu'on peut commencer avec la présentation et nous en arrière-plan. Pardon, désolé Katia, je veux juste vérifier avec le docteur Kuzani s'il est capable, s'il peut partager son écran de son côté ou si c'est trop complexe, s'il peut nous le dire. Je crois que ce serait compliqué, je l'avais envoyé ici. Non, bien sûr, pas de problème du tout. Je ne le vois plus. Est-ce que vous pouvez regarder de votre côté? Oui, pardon, on va regarder ça. Est-ce que vous me l'avez envoyé par email? Oui, oui, à vous-même. D'accord, je vais vérifier. Je n'ai rien reçu, il semblerait pour l'instant. J'attends. Oui, il semblerait que je viens de le recevoir. Pardon pour tous nos participants, participantes. On va prendre une petite minute et pour se coordonner et s'assurer que ce sont les bonnes diapositives, que nous avons bien la version mise à jour du docteur Krizani pour qu'il la présente aujourd'hui. Merci à tous, merci à toutes. Pendant qu'on attend les diapositives, si vous avez des questions pour nos conférenciers, on vous rappelle d'utiliser la section Q et A, questions-réponses. Toutes questions que vous pourriez avoir, vous pouvez les soumettre dans cette icône Q et A. Oui, également, puisqu'on attend donc ces nouvelles diapositives, ces diapositives mises à jour, que tout soit bon de notre côté en back-end. Je voulais juste rappeler à toutes les personnes qui nous écoutent que le webinaire d'aujourd'hui est interprété en live en russe, en français, en espagnol et en langue arabe. Si vous avez des langues qui soient de choix, qui soient une autre de ces langues, vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation. Et pour ce que Ian a dit, nous avons une section de questions-réponses qui sera à la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions, mettez-les dans la boîte Q et A et on en profitera pour si nous n'avons pas assez de temps pour répondre aux questions ou si vous pensez que nous avons oublié votre réponse, nous partagerons toutes les réponses dans un document à la fin, après le webinaire, en suivi. Docteur Kazani, il semblerait que nous avons la présentation mise à jour à l'écran désormais. Donc, la parole est à vous. Superbe. Donc, en termes de changement des diapositives, c'est vous qui le faites, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Oui, oui. OK, on a géré. OK, merci. Donc, bonjour, bon après-midi pour à vous toutes, vous tous. J'espère que vous m'entendez toujours. Je suis Dr Kozani Mbandera, comme cela a été dit. Je suis directeur suppléant au ministère de la Santé, responsable de la tuberculose et de la lèpre. Voici la présentation, donc un peu l'ordre du jour. Donc, sans plus attendre, on va se plonger dedans. Pardon, Dr Kuzani, il semblerait qu'il y ait un petit problème de lag d'Internet de votre côté. Donc, je pense que peut-être pour une meilleure bande passante, est-ce que si vous voulez
peut-être éteindre votre caméra pour que l'audio sera Oui. meilleur. Donc, Docteur Kuzani, on n'est pas en mesure de vous entendre. On ne vous entend pas. Est-ce qu'il serait possible peut-être d'éteindre votre vidéo, votre caméra, et nous aurons l'audio de meilleure qualité? Alors, pour tous nos participants, toutes nos participantes, oui, oui, voici les petits retards techniques qui, malheureusement, ne peuvent pas être réglés. Donc, s'il vous plaît, attendons une minute ou deux pour pouvoir faire de notre mieux et qu'on puisse entendre à nouveau le docteur Kuzani. En attendant que nous puissions régler cela, je demande à mon collègue JP de peut-être commencer à prendre des questions dans le Q&A et continuer jusqu'à ce que le docteur Kuzani nous rejoigne. Oui, merci Katia. Donc, nous avons quelques questions pour le docteur Henry de l'Ouganda. Donc, docteur Henry, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que je peux partager quelques des questions de notre audience par rapport à votre présentation? Oui, bien sûr, je vous entends. Bien sûr, avec plaisir. Donc, je vais juste lire quelques questions que nous avons reçues par rapport à votre présentation et puis ensuite, sentez-vous libre d'y répondre, hein. Est-ce que l'une des questions était la capacité quotidienne donc de radiographie par ces radiographies portatives que vous pouvez mener dans la communauté? Quelle est la moyenne réelle de radiographies qui sont prises par jour, du coup? Ensuite, la version de 440B et le score de cutoff. Quel est le seuil qui est utilisé pour les tests de confirmation pendant ces dépistages? Et ensuite, combien de jours par an est-ce que l'équipe ACD travaille pour l'ACD? Donc, les Community Outreach, l'équipe. Thank you very Oui, much merci for those beaucoup. Merci questions. énormément pour ces I questions. guess I'm audible. J'imagine que vous m'entendez. Oui, Yes, you are. oui, tout à fait, vous l'êtes. Okay. So OK. the capacity for the Donc, la systems we have capacité pour les is systèmes que nous avons 100 est de 100 per day. par But jour. practically, Mais en most pratique, times we don't reach 100 la per plupart du day temps, on n'attend because pas of the 100 other par issues. jour à cause des autres Several swappers have problématiques. to do some work. They have to Certaines, mobilize. on doit So faire du we have travail, on what doit se we have mobiliser. observed is Donc, 50, ce qu'on a, c'est around 50 50 à peu près patients par jour. per day. But Euh, sometimes when we go mais out, parfois, the mobilization has que been good nous and allons et que la we extend mobilisation the des hours communautés of a work été even bonne, beyond on étend les heures de travail the normal hours and et reach even donc on va 110 au-delà, on peut 120 aller jusqu'à patients. But 110 on ou average, we can 120 take patients par jour. 50 patients. Mais voilà, en So the moyenne, ou en version réalité, 50 personnes we par jour. have version 7, Nous avons la which version we 7 are trying to upgrade et on to essaye version de 8 and working l'upgrade with jusqu'à la version Delft so that we 8 can en travaillant have avec all the Delft systems pour pouvoir avoir upgraded tous les systèmes even mis à to version jour 7. That jusqu'à la that has version, version la 8 version, la that version can 8, pardon, capture other non qui peut TB encapsuler conditions in the chest. d'autres conditions aussi que la tuberculose For the dans la days we poitrine. work, this has not been Pour le standardized nombre de jours où nous for travaillons, ce n'a pas encore été facility, standardisé but pour chaque we plan to infrastructure, have like mais nous one planifions outreach d'avoir un programme every week for the facility. extérieur chaque So semaine if pour we get chaque one infrastructure. outreach Donc, si for c'est every week une outreach, for une prise de facilities, but contact also extérieur pour chaque beyond the infrastructure. facilities, Mais we au-delà have des scientists, they infrastructures, work nous avons, to screen il y a les travailleurs all qui the font people du that have dépistage, come toutes les personnes, at the donc facilities, dans les whether infrastructures également. Et they donc, are avec patients cela, or whether they are il y a escorting, les because patients. not even Donc, vous asymptomatic savez que parfois, person is sometimes we une find them personne with symptomatique, abnormal on les conditions. trouve peut-être dans des conditions For anormales, data, parfois chez les accompagnants aussi. Et pour les données, the X-rays have their system analysis management, analytic system management.
nous avons une gestion du système qui capture les informations de la radio, mais c'est analysé séparément, n'est pas encore lié aux systèmes nationaux. Donc, nous analysons des données séparément, nous les envoyons à des systèmes locaux qu'on appelle un InfoTB et maintenant qui relie aux systèmes nationaux. Donc, nous essayons de réduire cette lacune en ayant un système qui peut connecter directement toutes les informations du patient, des patients, au système des AIHS2. Voilà, c'est comme ça que nous fonctionnons à l'heure actuelle. Je crois, voilà, c'était les questions que je voyais. Merci, docteur. Je ne sais pas si j'ai raté. Oh, pardon, JP. Oui, désolé de t'interrompre. Notre conférencier est revenu, réapparu. Donc, très désolé pour ce petit souci. Donc, maintenant, je vais introduire le docteur Cusani à nouveau. Et je demande à nos producteurs de mettre les diapositives en place, s'il vous plaît. Oui. Très bien, parfait. Donc, très rapidement, le docteur Cusani, il est donc le directeur adjoint au service de santé de communauté et de promotion et il est le manager de LTLMB Malawi. Il va aujourd'hui parler de l'expérience de la mise en place des radiographies de poitrine portatives et de l'utilisation du CAD for TB au Malawi dans les unités mobiles. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ok, désolé vraiment pour tous, pour toutes, très désolé. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Encore? Ok, donc les unités diagnostiques sont une approche de trouvage de cas actifs, de testing de cas actifs. Nous avons vu un sondage de prévalence que nous avons fait de 2012 à 2013 et c'est la base pour les nombres que nous avons rapportés au WHO en 2014. Et donc, ce que nous avons trouvé, c'est que nous rations beaucoup de cas de tuberculose et qu'on n'était qu'à 50% de ce qui était possible. Nous avons aussi trouvé que beaucoup de personnes que nous avions ratées en diagnostic allaient à des infrastructures de manière répétée, mais ils étaient de manière répétée, nous rations l'opportunité de dépister la tuberculose et de la diagnostiquer. Et donc, avec toutes ces trouvailles que nous avons fait, en particulier dans certaines parties rurales ou urbaines, nous avons conduit donc ces unités de diagnostic mobile. Donc, ce qu'on voyait, c'est qu'elles ciblent des groupes à haut risque et qui sont à la fois dans les zones urbaines et rurales. Il y a un certain nombre d'entre elles, ces groupes, ces populations. Il y en a 12 aujourd'hui. Pardon, il y a 12 unités de diagnostic. Originellement, il y en avait 7 en 2017 et elles ont été déployées dans les hotspots. Elles ont été déployées de manière permanente dans ces régions qui étaient difficiles à atteindre ou qui étaient des hotspots. Grâce au succès de ces 7 en 2017, nous en avons acheté 5 de plus en 2023 et les avons déployées en particulier auprès des frontières, mais elles aussi donc sont mobiles. Elles se déplacent à travers le pays. Donc, qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que nous avons? En gros, nous avons une approche qui fait un mélange entre les 4 questions symptomatiques de la WHO en parallèle avec une machine numérique de radiographie et un système de diagnostic aidé par l'intelligence artificielle. Ici, on utilise donc Delft System. C'était depuis le départ le système qu'on utilisait pour les 7 cliniques mobiles. Donc, nous avons donc les machines à radiographie dans ces camions. On était sur 50 comme taux de seuil et désormais on est à 60. Et les gens donc viennent, font le dépistage d'abord avec les questions, puis font la radiographie, puis nous donnent un échantillon s'ils peuvent. S'il vous plaît, prenez note de cela. Et donc tout cela va aller sur Gene Expert. Et on ne voulait pas laisser le système complètement
comment dire ça, non vu, non revu, c'est-à-dire que la décision soit simplement faite par l'IA. Donc, il y a eu des cliniciens pour vérifier et pour valider les décisions de l'IA, ce qui a aussi donné, une augmentation des diagnostics cliniques. Donc, deux choses très importantes pour plus tard. Donc, qu'est-ce que cet algorithme, comment était-il? Donc, les symptômes de la WHO, je pense que vous les connaissez, c'est la toux, la fièvre, les sueurs nocturnes et la perte de poids. Donc, pour ceux et celles qui nous semblons qu'ils étaient à haut risque, nous avons mis dans cet algorithme ce jeu de questions dans des catégories. Donc, pour ceux qui sont à haut risque ou qui ne sont pas à haut risque, vous voyez à droite et à gauche. Et donc, cela a été la base pour ce que nous avons posé comme question. Et donc, voilà comment ça se divise quand nous faisons face à des mineurs, des prisonniers, des détenus ou des populations à haut risque. Vous voyez, s'il y avait quelques toux, quelques fièvres, quelques sueurs nocturnes, que ce soit, alors que dans les autres paramètres, dans les autres groupes non haut risque, on voit donc que c'était des toux de plus de 2 semaines, des fièvres de plus de 2 semaines, etc. Donc, nous avons ciblé en particulier les personnes dans les communautés urbaines où nous savions que c'était des hotspots. Donc, c'était un mélange d'expériences, en fait. Regardez les lieux qui ont rapporté des forts nombres de cas. On a mis ça sur une carte et on dit on voit beaucoup de cas ici ou là, beaucoup de cas présumés dans telle zone, par exemple, c'est donc un hotspot. Et donc, nous n'avions pas les moyens de toujours faire cela, puisque c'est un système dynamique, hein, ça change. Et donc, garder en note chaque district, chaque zone où il y a le plus de cas, où il y a le plus de personnes à être examinées, à être testées. Et donc, on donne plus d'espace. Mais voilà donc les considérations que nous avons prises. Donc, il y a les lieux urbains, les communautés hotspots. C'est en particulier dans la partie rurale, donc les hotspots. Nous avons aussi ciblé les personnes qui vivent avec le VIH, les travailleurs de santé, les travailleurs industriels, des personnes qui travaillent dans les champs de tabac, par exemple, ou dans le traitement du tabac. On a ciblé les immigrants aussi, en particulier donc avec ces cliniques mobiles qui étaient dans les frontières. Il y avait les mineurs et les personnes autour d'eux. Nous avons ciblé aussi les populations déplacées ces 5 dernières années. Vous en êtes peut-être conscient. On parle de cyclones, donc près du Mozambique. Le Mozambique a été très affecté, malheureusement, mais le Malawi également a fait face à certains de ces cyclones. Et donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle des populations internes déplacées dans le parti sud du pays. Nous avons vu ces 4-5 dernières années, souvent entre janvier et avril, des parties de ce que nous appelons Lower Sheriat, donc le sud du pays qui est inaccessible, qui est inondé. Et donc, ces terres, donc ces personnes ont dû être déplacées. Nous avons aussi ciblé les clients OPD et nous avons, de manière périodique, on a dépisté les plus grosses prisons également, y compris les gardiens. Donc, originalement, notre algorithme était en parallèle. Donc, il commençait à 50%, c'était le défaut pour le système, et voilà à quoi il ressemblait. Donc, on faisait les dépistages des symptômes pour la TB. Ensuite, on faisait une radiographie des poumons. Voilà, ça, c'est l'actuel. Enfin, voilà. Donc, vous aviez les symptômes, dépistage des symptômes, et immédiatement après, la radiographie de la poitrine. Et c'est ça qui était interprété par le clinicien. Ce qu'on avait, c'est que selon la radio ou selon les réponses au dépistage des 4 questions, cela déterminait si on vous demandait un échantillon ou pas. Nous avons ensuite bougé, nous sommes déplacés vers un modèle séquentiel. Pourquoi? Nous nous sommes dit que ici, ce n'est pas de la recherche. Ce que nous voulons savoir, c'est est-ce que nous devons investiguer plus ou pas? Et nous ne pourrions pas voir une raison pour laquelle nous devrions continuer à faire ces choses de manière parallèle. Donc, le dépistage des 4 symptômes disait déjà oui. Donc, nous avons commencé avec les 4 questions, ce dépistage. Si cela dit oui, nous n'avons pas besoin d'avoir une radio du poumon. On doit déjà
investiguer plus sur cette personne, sur ce cas, donc déjà demander un échantillon, donc avec du sputum, avec des excrétions. Mais si la réponse aux 4 questions nous dit non, là, nous avons un intérêt à faire une radiographie et c'est ça qui sera la base de pourquoi est-ce que nous posons ces questions et est-ce que nous investiguons plus ou pas avec un échantillon. Donc, nous sommes éloignés de, OK, quelle que soit la situation, d'avoir ces deux choses en parallèle. Nous avons donc une séquentielle négative désormais. Bien sûr, les humains prennent leurs propres décisions, ils ont leurs propres croyances, et donc cela peut prendre du temps à ce que les gens adhèrent à ceci. Ici, donc il y a un besoin de constamment rappeler à nos collègues sur le terrain d'utiliser cet algorithme ou ce système. Ce point va devenir important dans ma conclusion. Vous le verrez. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai déjà parlé de ceci. On peut passer à la suivante. Alors, je pense qu'on peut passer celle-ci. Vous savez tous cela. On peut passer à la suivante. Donc, voilà, c'est ce qu'on a utilisé donc, dans ces donc ces cliniques de diagnostic mobile. Donc, nous utilisons la version Delft. C'est celle dont nous en avons le plus et nous avons le plus d'expérience depuis le début jusqu'à aujourd'hui. C'est celle que nous avons le plus utilisée. Donc, cette version, la version 7 de CAD for TB, et dans 9 de nos unités mobiles. Donc, même dans les 5 nouvelles, 2 d'entre elles font toujours tourner ceci, pendant que les 3 autres utilisent une version des compétiteurs. Donc, nous sommes passés d'un seuil de 50 à un seuil à 60, et nous avons fait tourner cela depuis 2018. Donc, c'est dans les 7 d'origine, les 7 unités d'origine, et on vous donne des détails ici sur quelles des vannes n'ont pas le CAD for TV. Ce qu'on essaye de pointer du doigt ici, c'est que il y a des points où nous n'avons pas eu accès au CAD for TB pour certaines raisons, que cela soit des problèmes de chaîne d'approvisionnement, le TC, etc. Nous ne pensons pas qu'on devrait toujours s'appuyer sur CAD. Nous pensons qu'un humain devrait toujours être présent dans la boucle. Nous devons nous concentrer plus sur le bactériologique et encore une fois, cela va devenir important plus tard dans la présentation. Il y a un phénomène étrange dans lequel, si vous donnez à un clinicien, j'imagine si vous donnez qui que ce soit un nouveau jouet tout brillant qui est super, il aurait des raisons de l'utiliser et cela crée une partie de ce que nous voyons, ou en tout cas nous pensons, mais on va continuer à se pencher sur la question en tout cas. Donc, quelles ont été nos performances sur cette durée? Donc, nous avons commencé en 2018 et nous avons vraiment commencé en juin de 2018. Donc, vous voyez qu'en 2018, nous avons juste dépisté 53 000 personnes. Et donc, c'était la moitié de ce que nous voulions dépister. Nous avons vu, il faisait juste un peu moins du tiers donc, de cas présumés. Et nous avons pu seulement examiner 9 200 de ces personnes, donc 2 tiers des présumés. Et nous avons trouvé donc 100. Donc on a eu 3 cas résistants, donc 179 qui ont été testés positifs, 3 cas résistants. Et ensuite, nous sommes donc arrivés au final à diagnostiquer 325 cas surtout. Donc, il y avait beaucoup de gens qui ont quand même été diagnostiqués en se basant sur quelque chose qui n'allait pas dans la radio. Ça reste là. Et donc, je pense que c'était une question qui devient un problème pour les programmes de tuberculose. On en reparlera également tout à l'heure. Et donc, c'est ce qu'on avait la première année, et c'est donc l'année où on n'était qu'à 50% de nos performances. Quand on regarde le chiffre du nombre de personnes qu'on a trouvées qui avaient besoin d'un examen, on remarque que nous sommes passés de 27% à 16% l'année d'après jusqu'à 11% total. Et c'est ce point-là qu'on essaie de soulever, c'est que nous avons baissé, le seuil. C'est encore une fois quelque chose d'intéressant dans tout ça.
Parce que si nous suivons la logique que nous faisons tous là pour trouver les cas manquants, pour trouver plus d'hommes, pour augmenter le pourcentage total, la proportion totale des gens que nous trouvons qui sont estimés, normalement, ce chiffre-là, ce seuil devrait être mis plus bas. On devrait avoir beaucoup plus de personnes qui sont potentiellement examinées ou qu'on appelle présumées. Mais c'est ça qui est drôle dans la réalité par rapport à nos pratiques réelles, c'est qu'on est passé de 27%, au lieu de monter vers 30 ou 33, on est descendu vers 16, 11, ce qui reflète qu'il y a d'autres points, il y a d'autres facteurs limitants. Et dans ce cas particulier, c'était les cartouches. Plus on avait de gens à examiner, plus de cartouches il fallait utiliser, plus cela déclenchait de choses. Donc on ne pouvait pas se permettre ce que cela voulait dire, hein. Ici, on est dans la pratique, donc on est parti dans l'autre sens. On savait que scientifiquement, vouloir trouver plus de cas, si c'est l'objectif, c'est l'objectif. Donc, il faut un taux de probabilité plus bas. Mais comme nous étions pragmatiques et que nous regardions les dépenses de ces tests, oui, ils sont excellents, bien meilleurs que ce que nous utilisions avant, bien plus récent, bien plus nouveau. Et ce que j'entends par là, c'est que Gene Expert, mais d'un autre côté, c'est aussi équilibré par le coût de $72, ce qui est bien moins cher que ce que c'était si on avait les prix concessionnaires qui nous sont faits, mais c'est toujours cher. Et c'est quelque chose qu'un programme de TB tel que le nôtre doit réfléchir. Donc, nous avons juste ajusté à 60, le seuil à 60. Et c'est pour ça que vous voyez que le nombre de personnes, la proportion de personnes qui ont été examinées à partir de ceux et celles dépistés a donc baissé drastiquement. Donc, on passe de 27% à 16% et sur le total des années, 11%. Et c'est ça que nous trouvons sur les 8 ans pendant lesquels nous avons été dans cette intervention. Vous voyez qu'au fil des 5 dernières années, cela a été aux alentours de 7-8% en gros, 7, avec un NNS qui est assez bas quand on se compare à d'autres moments dans la chronologie. Mais j'imagine que cela signifie aussi que cela pourrait très bien exposer les limites de ce type d'intervention, en tout cas dans notre cas, de ne pas avoir donc à ma plus grande frustration, d'avoir des cartes, des cartographies ou des zones du pays qui sont fournies par certaines unités pour qu'on puisse mieux suivre les hotspots et mieux cartographier. Je crois qu'on arrive ici à cette limite de cela et de visiter les mêmes régions. On doit trouver des manières de mieux suivre de manière géographique où ces hotspots sont et où est-ce qu'on devrait investir plus. Donc, ici, c'est juste pour renforcer ce que j'étais en train de dire. Il y a eu des points où nous avons eu la capacité de faire un peu des expériences et de faire ce genre d'analyse pour voir qu'est-ce qui nous manquait, qu'est-ce qu'on ne voyait pas en mettant le score de probabilité à un certain point plutôt qu'à un autre. Et donc, c'est ça que nous avons constaté. Donc, plus il est bas, plus on a de cas présumés et plus de cas de TB on devrait être capable de voir. Mais si vous le mettez de 60 à 69, on manque 804 totaux présumés qu'on aurait dû et donc c'est juste 2 cas que nous avons ratés. Donc c'est cet équilibre-là qu'on doit toujours faire, avec lequel on doit toujours se battre, cet équilibre. Oui, on trouve plus de cas si on le met plus bas, mais par rapport au coût et par rapport au nombre de personnes qu'on a à examiner et à dépister, est-ce que ça vaut vraiment le cas? Et c'est un peu la question qui nous est tombée dessus lorsqu'on a appliqué les limites de notre propre budget réel à ce programme. Est-ce que nous pouvons nous permettre des coûts supplémentaires, les coûts additionnels qui sont associés à la trouvaille de un seul autre cas ou deux autres cas? Et donc, par exemple, pour 2 personnes, c'est peut-être
802 tests Gene Experts en plus pour trouver juste 1 ou 2 cas positifs. Pouvons-nous nous permettre ça? Et à ce stade, dans le temps, on ne pouvait pas, et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut toujours pas, et donc nous gardons ce seuil de probabilité à 60%, et donc vous voyez que nous n'avons pas perdu tant. J'ai déjà admis que nous savons quelle est la théorie, nous savons que dans un monde parfait, on devrait mettre cela plus bas, mais à cause de ces restreintes mondiales ou ces choses très pratiques telles que le budget, nous devons perdre 804 examens pour trouver un seul cas. Ce n'est pas si... cela prend son sens de faire les choses comme ça. Je pense que ici, c'est en gros pour dire exactement la même chose, mais peut-être que ça le fait de manière encore plus visible. Mais c'est précisément la même chose. Donc, voilà, c'est le même argument. Plus on met le taux bas, mieux c'est, mais quel est le coût de tout cela réellement? Et on doit y penser. Pour nous, nous avons découvert que nous ne pouvions pas nous permettre à ce stade aujourd'hui de mettre à 50% ou en dessous pour ce que cela signifie pour nous. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait, nous l'avons fait dans des campagnes, pendant des campagnes, et c'est comme ça que nous avons été capables de voir certains de ces chiffres et ce qu'on aurait eu si on avait mis donc ce taux beaucoup plus bas. Nous avons fait nos propres expériences du coup au cours de campagne en baissant donc ce seuil et on a vu donc ce qui nous manquait, ce qu'on ne voyait pas, mais nous sommes toujours aujourd'hui, on va continuer notre méthode ce seuil de 60 de taux de probabilité. Une des choses intéressantes qu'on a découvert, c'est que dans les deux vannes qui n'étaient pas équipées, pendant longtemps en tout cas, de la radiographie numérique, en fait, qui faisait tourner le même cadre logique, mais nous avons trouvé que la proportion de cas confirmés biologiquement, la proportion qui était on se rend compte que ceux qui sont diagnostiqués cliniquement sont bien plus bas. Et ça, je pense, on en revient à ce temps où on pensait que, OK, c'est juste l'un de ces effets d'avoir un outil en plus. Si vous donnez à quelqu'un un outil, ils vont s'en servir. Et donc, en voyant un outil qui est de confiance, comme ici pour la TB, par exemple, qu'il y a les personnes sont tentées à diagnostiquer ces gens comme ayant la tuberculose, le but étant de trouver le plus de cas possible. Donc, on cible des gens, bien sûr, et on met les gens en compétition, bien sûr, aussi, parce que dans les résultats, mais en faisant tout cela, on se rend compte qu'il y a une incentive à l'utilisation, une influence à l'utilisation de la radio pour le diagnostic et on oublie souvent que c'est du dépistage et non pas du diagnostic, c'est un outil de dépistage. Et donc, c'est pour ça qu'on en voit cette augmentation dans les cas cliniques, dans les vannes équipées. Je suis personnellement en conflit par rapport à ça. Enfin, je suis mitigé puisque en tant que gestionnaire TB, est-ce que c'est pas plutôt un bon problème à avoir? Mais d'un autre côté, est-ce que ceci aide mes patients? C'est-à-dire, il s'agit ici de dépistage, pas de diagnostic. Est-ce que c'est juste pour eux? Est-ce que j'accepterais aujourd'hui? Il me semble que je ne sais pas, que sur la base d'une radio que je viens juste de prendre aujourd'hui et il n'y a rien d'autre qu'on me mette un traitement de tuberculose. Je pense que c'est problématique du point de vue du patient dans le sens où un programme de dépistage, ouais, est-ce que cela doit mener à une liste sous traitement? On essaye d'arrêter ça juste sur la base d'une radio. Je ne sais pas si c'est très juste pour nos patients. Et il y a aussi le fait que le taux de TB dans ce pays a été estimé par la WHA, il est baissé de 1,94 à 1,13 dans le pays, pour cent. Donc, dans ce contexte, il est assez bas. On dépiste les gens à des étapes plus tôt, des étapes plus précoces. Est-ce que donc on devrait les mettre dans des traitements pharmacologiques juste sur la base d'une radio? Je ne crois pas personnellement, mais c'est à discuter. Diapositive suivante.
L'un des bons côtés de tout cela, ça a été vraiment l'effet sur les hommes. Je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec les discussions qui se passent dans la région Saldic, j'ai la région de Hexa. Les membres des États de ces deux régions ont fait tourner ces années récentes des programmes par rapport aux mineurs, mais qui ont été aussi dans les cas manquants chez les hommes. Et l'une des choses par rapport à ce programme, euh, pas comme les programmes de routine qui trouvent que les femmes s'impliquent beaucoup plus dans les programmes de routine, alors que celui-ci est plus vers 50%. Et le programme de routine, il y a une division de 2 tiers, donc les femmes, 2 tiers. Et donc clairement, le problème est chez les hommes ici. Et ici, on voit quelque chose d'encore plus extrême. Donc, d'autres personnes pourraient penser que c'est mauvais, que ce soit 3 quarts soit des hommes en réalité qui sont liés à ce programme que nous traitons, mais il y a aussi 1 quart de femmes. Donc, je pense que cela montre à quel point c'est important que nous avons un énorme problème chez les hommes, chez les individus mâles, et comment ces unités de diagnostic mobile peuvent être utilisées pour, pour traiter ces problèmes, pour les amener à gérer ce problème, pour les amener à prendre conscience de ce problème et à le traiter. Si on prend l'industrie du forage, du minage, ou même l'industrie en général, qui sont des industries dominées par les hommes en général, et en ayant ces unités mobiles, on a pu vraiment gérer les problèmes des hommes beaucoup plus. Nous avons bien sûr un problème style toujours d'implication. Nous avons trouvé que ils priorisent gagner de l'argent au-dessus de s'impliquer dans ce programme, mais toujours est-il que ça nous donne une avenue où on peut gérer le problème chez la population mâle et de façon multiple. Donc, qu'avons-nous appris? La combinaison, il n'y a aucun doute que la radiographie du poumon plus CAD augmente l'efficacité et l'efficience du dépistage TB. Nous pouvons trouver plus de cas présumés de tuberculose. Cela peut être très utile comme outil pour augmenter les capacités ou les compétences des cliniciens également qui peuvent qui s'impliquent dans ces programmes. Nous avons trouvé plus de cas diagnostiqués chez moins de personnes dépistées, mais c'est moins efficace que d'utiliser juste les questions de dépistage de la WHO. Mais étrangement, comme je l'ai dit, si vous donnez un nouvel outil à un clinicien, ils vont jouer avec. Et donc, nous devons diagnostiquer, nous devons renforcer notre algorithme. De notre côté, il y a ce souci donc entre la radio comme outil diagnostique. Ça devrait juste être un outil de dépistage. Devrions-nous examiner ou plus? Est-ce qu'on devrait traiter ou pas? Ce n'est pas la question après juste la radio. Et il faut donc réfléchir sur GeneXpert, l'expliquer à nos cliniciens, convaincre nos cliniciens d'utiliser ce raisonnement-là. J'ai parlé un plus haut seuil, donc 60% de taux de probabilité. Il y a un coût, bien sûr, à baisser ce seuil. Et la question, c'est est-ce que vous pouvez, si vous êtes pragmatique, est-ce que vous pouvez vous permettre de baisser ce seuil, donc d'augmenter le coût? Nous devons créer des systèmes EQA qui vont aller voir cet algorithme et l'adhérence à celui-ci. Nous voudrions voir plus de cartographie géographique des hotspots. Nous avons déjà cela. On va le montrer sur l'écran suivant. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà ce que nous avons à l'esprit avec nos partenaires à la MLW. Donc, il s'agit d'un LSTMN Liverpool, donc la médecine tropicale de Liverpool et l'Université de la santé ici. Et donc, ils ont pu cartographier en rouge les cas de TB présumés et en vert. Et donc, on peut commencer à cartographier les hotspots déjà ici à Blanda, par exemple. La suivante. Encore. Pardon, c'est la même chose. Juste ce qu'on pouvait faire avec. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Et merci énormément pour votre attention. On passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît.
Merci énormément, Dr. Kuzani, pour votre présentation aujourd'hui. Pour tous nos participants et participantes, nous sommes extrêmement désolés d'avoir étendu le webinaire d'aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre de problèmes que malheureusement nous ne pouvions pas anticiper. Enfin, mais pas des moindres, je voulais inviter notre conférencier final. Nous avons le Dr. Shah Naveen, qui est directeur au Népal, et aujourd'hui, il va dire les trouvailles dans des groupes à risque de la TB au Népal en utilisant Delft et CAD4TB. Docteur Naveen, est-ce que vous pouvez allumer votre micro, votre caméra pour qu'on puisse vous écouter? Oui, est-ce que vous m'entendez? Merci énormément. Oui, bien sûr. Ok, donc je suis le docteur Naveen Shah. Je vais présenter comment est-ce que nous utilisons CAD4TB et Delphi pour nos trouvailles de cas actifs au Népal. Donc voici la présentation. Donc je suis consultant à NTP Népal. Donc voici la carte du Népal. Vous pouvez voir que nous avons une frontière avec la Chine, une frontière avec l'Inde. Et donc la partie nord, vous voyez en les rouges, vous voyez un taux d'incidence haut, beaucoup plus proche de l'Inde. Et donc, ce sont les zones de taux de tuberculose les plus hautes du Népal, en comparaison au nord, en contact avec la Chine. Donc, la partie nord, c'est la montagne. Euh, et donc, notre imagerie Delft peut fonctionner à très, très haute altitude. Et donc, on s'en sert ici. Donc, voici le fardeau de la tuberculose au Népal, 625 cas par an qu'on devrait avoir au Népal selon la WHO, mais on a calculé 39 015 cas. Donc, en DRTB, on a le taux de DRTB le plus haut au monde, nous avons détecté seulement 625 cas donc de la tuberculose DR. Donc ici, on voit les aboutissements des traitements. Donc les résultats de traitement sont très très bons, 92%. Mais le problème principal, c'est donc trouver les cas. Il nous manque 42% des cas. On manque 42% des cas. Et donc nous travaillons pour améliorer donc notre détection des cas du coup. Et donc, il s'agit ici de la résistance des tuberculoses résistantes. On voit un nombre assez haut, donc sur 625 cas détectés, donc résistantes aux médicaments, drug resistance. Donc, notre taux de succès de traitement est aux alentours de 75%. Et donc, le traitement préventif de la tuberculose, nous donnons aussi des traitements préventifs de la tuberculose et nous faisons aussi les index des cas confirmés et on cible aussi les enfants de moins de 5 ans qui sont des contacts de cas confirmés bactériologiques. Notre initiative pour un Népal sans la tuberculose, ou débarrassé d'eux. Donc, nous avons des étiquettes locales et des événements, des niveaux locaux. Et donc, chaque niveau local doit faire ses dépistages. C'est obligatoire pour eux et ils l'utilisent grâce à ces équipements portatifs. Mais nous sommes bien sûr limités en équipement, nous sommes limités en radio, en appareil de radiographie. Et donc, c'est ce qui empêche ce programme d'aller plus vite. Donc, nous avons d'autres activités majeures qui sont soutenues aussi donc, par le Global Fund, la DBT pour les enfants, les dépistages pour les enfants, TPT, les cas d'actifs. Donc, beaucoup de programmes que nous faisons dans le dépistage des cas sont soutenus par le Global Fund. Donc, trouver dans les groupes à haut risque, donc le dépistage des cas, diagnostic des cas, nous savons au Népal, il nous manque donc voilà 42% des cas totaux dans la DSTB et 75% dans la DRTB, donc résistante aux drogues, résistante aux médicaments, pardon. Et donc, après l'utilisation de Delphi et de CAD4TB, donc tout cela a baissé significativement. Et donc, si on cherche, si on dépiste 100% des personnes, peut-être 40 ou 45% des personnes ont les symptômes. Et ensuite, on prend 45 échantillons donc pour les diagnostics moléculaires. Mais maintenant, grâce à l'utilisation de Delphi, nous pouvons le score
est plutôt de 15% ou 5-6 cas sur 100. Et donc, nous n'en voyons que 5 ou 6 échantillons au lieu de 45. Et donc, nous avons de bien meilleurs taux positifs dans les camps. Et nous pouvons également réduire les... Donc, avec le même équipement, nous faisons de plus en plus de trouvailles de cas positifs chaque jour. Si vous ne... Donc, les personnes qui viennent au camp, donc il y a beaucoup de personnes ici et là qui vont faire la radio, pas juste pour la TB, mais aussi pour d'autres maladies. Et donc, il y a eu la participation des personnes qui a augmenté énormément grâce à l'utilisation de ces équipements et de ces outils. On a aussi réduit donc le pourcentage de tests moléculaires, comme je l'ai dit avant, et le taux de positivité des échantillons collectés a énormément augmenté. Taux de positif, pardon. Donc, il y a 7 provinces au Népal, plus de 250 camps de trouvailles dans chaque province pour ces cas positifs. Donc, il y a 250 jours de travail sur ces 365. Et chaque jour, chaque province fait au moins une campagne de trouvailles de cas. Et puisque nous avons donc 9 Delft Light, 9 machines à radiographie, elles sont utilisées chaque jour. Et il y en a une dans chaque province et 2 avec un centre. Et le centre fait lui aussi de la recherche active de cas. Donc, nous avons à peu près 250 recherches de cas actifs dans chaque province. Donc, vous pouvez multiplier par 7. Et donc, ça nous fait en un an, voilà, vous aurez le chiffre en utilisant ces machines Delft Light. Donc, chaque machine fonctionne chaque jour ouvrable. Et maintenant, nous avons acheté 2 machines de plus et nous espérons, nous avons passé la commande et nous espérons que Delft pourra les fournir aussitôt que possible. Quels sont les bénéfices plus larges donc, de Delft Light et du CAD4TB? Donc, c'est très utile pour diagnostiquer les cas de façon clinique. Parfois, il est très difficile de diagnostiquer de manière clinique, mais une fois qu'on a utilisé le Delft Light, il est facile parfois de trouver donc les cas de manière clinique. C'est facile de différencier les vieilles et les nouvelles lésions dans les poumons lorsque on utilise le diagnostic moléculaire. On peut avoir des faux on peut avoir des positifs qui sont positifs depuis des années. On ne peut pas distinguer vraiment s'ils sont des vieilles ou des nouvelles lésions. Mais ici, on peut comparer aux radiographies précédentes. Donc, on peut voir s'il y a des nouvelles lésions. On peut différencier les régions des poumons. Et donc, le dépistage des cas, enfin, pas le dépistage, mais on a de moins de faux cas, de faux positifs. On a donc réduit les faux positifs qui sont donc positifs dans X-Expert, mais qui peuvent être dus à des bactéries déjà mortes ou des lésions précédentes. On peut aussi créer de la détection avant que les personnes deviennent symptomatiques, que les patients deviennent symptomatiques. Et on a vu vraiment 70% des cas qui sont asymptomatiques. Donc ici, on peut avoir vraiment une détection beaucoup plus tôt. Et donc, quand on fait du active fake case finding, après l'utilisation de ce PIX, de cette radiographie portative, on a donc pu aussi diminuer la transmission de la tuberculose, puisque si on arrive à faire une détection plus tôt, les risques sont bien réduits, le contrôle et le suivi sont meilleurs. Et on a même pu permettre la détection à des stades beaucoup plus préliminaires du cancer du poumon ou d'autres maladies, maladies des poumons. Et nous avons pu en dépister beaucoup. Nous avons pu en détecter beaucoup et qui ont permis une gestion chirurgicale beaucoup plus préventive. Et donc, ce n'est pas seulement pour la tuberculose, mais nous pouvons lier ces liens à d'autres maladies et parfois des cas de cancer que nous pouvons envoyer à l'hôpital et les hôpitaux bénéficient énormément donc de ces imageries. Donc voilà Delft, la radiographie, le sac à dos. On y va en général dans des zones qui sont très difficiles à atteindre, avec des très bas services. Donc nous avons
amener la machine dans cette zone et nous avons fait donc notre campagne de dépistage. Donc voilà, le Delft Flight, vous pouvez le porter sur le dos et vous pouvez même faire de la moto avec parfois. Donc parfois on porte dans la montagne et dans les régions de montagne, on ne peut pas toujours avoir des véhicules qui vont dans les montagnes. Donc souvent on doit utiliser des motos, vous voyez ici. Et voilà, donc on peut aller dans des lieux encore plus reculés. Et donc voilà les personnes qui viennent à la Active Case Finding, donc campagne de dépistage. Et donc nous dépistons chaque personne dans le camp avec la radio. Quand on va dans les zones les plus élevées, les plus en altitude, où il y a beaucoup de cas, des personnes souvent marginalisées, il y a des monastères, il y a des camps religieux, on peut aller jusque-là et on peut faire donc ces radios sur chaque personne. Et s'il y a un score qui est haut, nous envoyons l'échantillon. Aujourd'hui, nous ne dépendons pas des symptômes. Nous ne confions pas aux symptômes. Nous regardons seulement nos trouvailles radio. Voilà, donc on voit ici la prise de radiographie, l'imagerie. OK, ensuite, par notre personnel. Ici, on voit, voilà, donc la cartographie chaleur. Donc avec CAD4TB que nous utilisons bien sûr. Voilà, ça c'est moi. Vous voyez ici. Voilà, donc je suis assis en train de montrer la radio. Ensuite, voilà notre officier médical. La suivante, s'il vous plaît. Et merci. Et merci, c'est tout de mon côté. Merci énormément, Dr. Shah, de nous avoir rejoints. Je sais que cela a été compliqué, une journée difficile pour vous. Oui, tout à fait. Tellement heureuse que vous ayez pu nous rejoindre. Et oui, j'ai commencé la journée avec le ministre et je ne pouvais pas, voilà, j'avais une réunion avec le ministre, donc je ne pouvais pas me libérer de cela. Et je m'excuse pour le délai, je m'excuse d'avoir été en retard. Mais non, il n'y a pas de problème du tout, c'est plutôt l'inverse. Nous sommes très heureux que vous ayez pu finir par nous rejoindre. Merci. Diapositive suivante. Alors, malheureusement, nous avons dépassé notre temps déjà de près d'une demi-heure. Donc, nous n'aurons pas la capacité de faire la question-réponse aujourd'hui, la session de questions-réponses, mais toutes vos questions qui ont été mises dans la boîte Q&A, nous y avons déjà répondu dedans, dans cette même icône. Et nous allons également envoyer nos réponses de questions-réponses, une fiche de réponse, entre guillemets, dans notre suivi après ce webinaire. Donc, nous suivrons par email avec en plus l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui. Encore une fois, merci énormément à toutes, à tous, particulièrement nos conférenciers, nos interprètes et tous les participants, participantes d'aujourd'hui, d'être venus avec nous, de nous avoir écoutés, de vous être impliqués. Nous adorons nos partenariats continus et nous espérons vous voir bientôt dans le prochain webinaire. Merci énormément. Passez une belle fin de journée. Nous allons finaliser ce webinaire. Merci beaucoup. Merci.